Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le petit test du Ciso R8 Monster, un téléphone qui m'a été prêté par Baishine.net. Et avant tout, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2016. Donc pour faire le petit tour rapide de la boîte, on retrouve quoi? Le logo Monster R8 avec smartphone, le logo Ciso 4G LTE vu que le téléphone est 4G. En bas, on retrouve tout ce qui est IMEI. Au-dessus, Ciso. À l'arrière de la boîte, on retrouve tout ce qui est spécificité technique. Donc, le téléphone tourne sur Android KitKat 4.4.2. Un double slot SIM Nano plus micro SIM. Un CPU MT6595 octa-core. Donc, c'est du 4 fois 2 GHz en Cortex A17 ainsi qu'un 4 fois Cortex A7 pour les tâches un peu moins lourdes. Comme GPU, il prend un ROG G6200 cadence à 450 MHz, donc il fera tourner les jeux dans de bonnes conditions. Un grand écran de 5,5 pouces IPS en Full HD avec des bords de 2,56 mm, donc des bords assez fins au final. Niveau réseau, c'est du 2G, 3G, 4G LTE catégorie 4. Et en 3G, les fréquences sont 900, 1900 et 2100. Niveau mémoire, c'est du 32 Go de ROM interne sans possibilité de l'étendre avec une micro SD et 3 Go de RAM. Au final, ce sera bien bon pour du multitâche. Niveau caméra, à l'arrière, ce sera du 13 mégapixels. Une caméra signée Sony, ce sera la IMX 135. Et pour la caméra frontale, on se retrouvera sur du 5 mégapixels. Pour la capture vidéo, ce sera du 1080p 30 fps. Pour le Wi-Fi, ce serait une puce dual band en 2,4 GHz 5 GHz pour une plus grande comptabilité avec les box Wi-Fi. Niveau batterie, ce serait une bonne grosse batterie de 3350 mAh. Niveau sensor, on retrouve nos sensors habituels, donc de lumière, proximité, gyroscope et gravité. Niveau dimension, ce sera du 152 en longueur sur 77,7 de largeur et 8,9 mm d'épaisseur. Donc au final, on aura un assez gros téléphone et assez fin malgré la grosse batterie. Et niveau poids, on se retrouve sur du 155 grammes. Dans la boîte, petit packaging habituel, un gros chargeur, un câble OTG qui n'est pas toujours fourni, mais avec les ultra haut de gamme qui coûtent assez cher, un verre en film trempé, un simple écran protecteur, des écouteurs et un câble micro USB. Pour ouvrir la boîte, très simple, une petite languette, on tire dessus. En ouvrant, on retrouve notre téléphone qui est dans une petite pochette avec des films protecteurs qui étaient appliqués devant et derrière. On met ça de côté, on regardera le téléphone après. On retire le petit berceau sur lequel était posé le téléphone. Et en dessous de ça, nous retrouvons deux autres boîtes. Et en dessous de ça, nous aurons un petit feuillet documentaire pour le téléphone. Et c'est tout. Commençons par cette boîte-ci. Alors, on retire tout. Dedans, nous retrouvons donc une petite lingette pour le faire en film trempé que j'ai déjà appliqué sur le téléphone, vu que j'ai déjà testé le téléphone. Un second protège-écran, un simple protège-écran qui a l'air de bonne qualité. Une petite lingette donc. Dedans, nous retrouvons des petits autocollants pour retirer la poussière. Et il y avait bien sûr le fer en film trempé. Et nous avons l'extracteur pour le slot micro SIM. Deuxième boîte, nous retrouvons ce qui reste. Le câble micro USB d'une assez bonne longueur. Après, nous avons nos écouteurs en plastique brut, de simples écouteurs avec un petit bouton
ici notre câble OTG. Et en dernier, nous avons notre gros chargeur qui sort en 5 volts 2 ampères pour une recharge plus rapide du téléphone. Notre téléphone, écran 5,5 pouces, donc un smartphone de type phablet, qui tient assez bien en main avec de bons matériaux. Sur le côté, nous retrouvons une sorte d'aluminium et sur l'arrière, du plastique. Sur la tranche gauche, nous avons quoi? Nos boutons volume, plus et moins, ainsi que le slot pour la nano SIM et micro SIM. Tranche droite, nous avons notre bouton power. En bas, le petit micro ainsi que le port micro USB. En haut, nous avons le capteur infrarouge ainsi que notre jack 3.5 mm. À l'arrière, la caméra, le double flash, ainsi qu'un second micro pour l'atténuation de bruit, le petit logo Siswo qui est directement dans la coque, ainsi que un haut-parleur. Et devant, nous avons les 3 boutons sensitifs, nous avons aussi notre caméra, les capteurs qui sont juste ici, et aussi une LED de notification, ainsi que notre grille pour les conversations téléphonique. Au final, nous avons un téléphone assez bien, il est assez fiable, niveau matériaux, il n'est pas super lourd. Pour faire une petite comparaison de taille, j'ai un petit iPhone 4S, donc qui paraît vraiment ridicule, hein. Écran 3.5 pouces contre un 5,5 pouces, c'est même pas comparable. Mais après, dans le packaging, c'est vraiment bien fourni. Nous avons donc un câble OTG qui n'est pas toujours fourni et qui est toujours acheté à part, même si ça coûte genre 2 €, un truc pareil sur Amazon. Après, nous avons un verre en film trempé qui lui aussi n'est pas présent sur tous les téléphones et qui lui coûte pourtant un peu plus cher. Donc au final, nous avons un téléphone qui coûte assez cher de base, mais qui est assez bien fourni niveau packaging. Après, c'est dommage qu'on a de simples écouteurs en plastique brut, mais elles font bien le travail. On se retrouve donc après pour la deuxième partie qui sera surtout sur l'interface ainsi que les fonctionnalités du téléphone. On se retrouve maintenant dans la deuxième partie consacrée à l'interface ainsi qu'aux fonctionnalités. Comme indiqué, c'est du Android KitKat de base, sans surcouche ou très peu surcouché, 4.4.2, sans possibilité de pouvoir l'upgrader vers Lollipop ou Marshmallow. Siswo avait essayé de mettre Lollipop dessus, mais malheureusement, vu que c'est du Mediatek, c'est assez difficile. Un launcher vraiment basique, c'est du pur, donc je ne vais pas vous faire une démonstration complète, hein. C'est vraiment du Android KitKat de base, avec ici notre toggle. Et le plus important, ce sera dans les paramètres, vu que c'est là où Mediatek jouera. Dans les paramètres, on aura quelques fonctionnalités assez sympas, comme par exemple le Hot Knot, pardon. Donc ce sera un genre d'NFC qui fonctionnera. C'est un peu le même principe, sauf que ici c'est pour tous les appareils Mediatek, enfin pas tous, mais les récents. Donc on colle 2 appareils qui possèdent Hot Knot et ça joue comme le NFC. Après ici nous avons la gestion SIM, vu que ce sera du iSIM, et c'est un peu tout. Pour la partie appareil, nous aurons la possibilité de choisir notre launcher par défaut, les paramètres d'appel, le profil audio, où là on aura 2 optimisations du son, donc un audio en sensor qui optimisera l'audio pour casque. J'ai essayé et franchement c'est pas très convaincant, hein. Le son est plutôt moche comparé sans l'option. Et ici le bass loudness, mon dieu mon accent, un optimisateur de volume pour enceinte. Alors ça je l'ai pas essayé, mes enceintes sont toujours connectées à mon PC, donc j'ai pas vraiment envie de tout débrancher. L'affichage, ce sera aussi un point important vu que l'écran est vraiment bon.
Dans personnaliser, nous aurons le Clear Motion, qui sera un effet de fluidité, tout simplement. Ici, sans l'option, ce serait une image assez saccadée. Et avec l'option, ce sera quelque chose d'un peu plus fluide. Après, nous aurons le Miravision qui permet à l'utilisateur vraiment d'optimiser l'écran et les couleurs comme il souhaite. Nous aurons donc plusieurs modes d'image, un mode utilisateur comme moi j'ai fait, un mode brillant ou standard. On aura le choix de paramétrer le contraste, la saturation, la luminosité, la netteté, la température des couleurs, pardon, pour avoir quelque chose soit de plus froid avec des couleurs plus froides, un blanc qui tire plus vers le bleu, ou alors des couleurs un peu plus chaudes où là le blanc tirera plus vers l'orange jaune. Perso, je le mets assez entre la moitié, ça donne un effet assez réaliste. Et ici nous avons notre contraste dynamique, donc c'est un peu le même effet que le Clear Vision. On aura le choix aussi de choisir le style de verrouillage de l'écran. Soit on met celui de la surcouche, je ne sais pas vraiment ce que c'est vu que je ne l'ai pas essayé. Ou alors on aura celui de base de KitKat. Donc notre petit anneau avec le widget horloge ici, la possibilité de mettre l'appareil photo ici et un petit widget de ce côté. Et bien sûr, ça me fait n'importe quoi. Et ça m'énerve. Donc après, pour terminer dans les paramètres, vous avez le gesture sensing, donc c'est un peu comme sur TouchWiz avec Samsung. Hein. On aura quelques options pour pouvoir faire des gestes et pouvoir un peu contrôler son téléphone avec sa main. Donc si je vais par exemple dans ma galerie, je vais aller ici dans quelques photos que j'ai fait avec que j'ai prises. Ici par exemple je tourne. Ouch. Alors, ai-je bien activé l'option? Ben oui. Alors ça marche pas tout le temps, hein. Il faut être assez précis. Voilà, si je fais glisser ma main vers la gauche, ça changera d'image. Et si par exemple, si par contraire je fais glisser ma main vers la droite, eh bien ça change aussi d'image. C'est assez bizarre. Ça marche pas tout le temps. Je suis pas vraiment fan de ce genre de gadget. C'est assez gogo gadget. Hein. Après nous avons le NFC. Après stockage, batterie, application. C'est vraiment du basique. Hein. Localisation, Smart Wake qui est un peu comme le Knock-on sur LG. Donc là on aura le double clic pour déverrouiller l'écran, le double clic pour éteindre l'écran, le slider vers la haut pour déverrouiller directement l'appareil. On a le choix avec plusieurs gestes. Franchement, je n'utilise pas ce truc. Quand je le mets dans ma poche, la plupart du temps, il s'allume un peu tout seul et la batterie, elle fond littéralement. Donc pour vous montrer quelques-uns, si je fais slider mon doigt vers le haut, ça déverrouille directement l'écran. Et ici, j'ai paramétré le C pour directement ouvrir Chrome. Donc si j'éteins l'écran et que je dessine un C, alors voilà, ça me dessinera un C, ça m'ouvrira directement Chrome. C'est des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas toujours, franchement. Je ne suis pas fan de ce genre de fonctionnalités. J'aime mieux utiliser quelque chose de simple et efficace. Après, on a la sécurité. Et c'est un peu tout pour tout ce qui est fonctionnalité. Hein. Après, nous avons les options pour développeurs. Si on appuie plusieurs fois sur une petite option dans les paramètres, je ne sais plus c'est laquelle. Soit c'est le build ou... Ouais, c'est le build. Donc vous tapotez dessus. Et avec ça, on aura le droit à changer l'échelle d'animation pour avoir quelque chose de plus fluide.
une interface un peu plus fluide et pas assez longue. Voilà. Bon, c'est un peu du grabouillis tout ça. Après, on a quelque chose de simple pour l'interface, avec des icônes assez petites. C'est dommage malgré la taille de l'écran, et je ne pense pas qu'on puisse changer ça, non. On peut vraiment pas, donc c'est du 1, 2, 3, 4. C'est du 4x4 pour les icônes, dommage. Après, on peut régler facilement ça avec un launcher comme Nova ou Apex. Donc, on se retrouve après pour la partie multimédia, écran et appareil photo. On se retrouve maintenant pour la partie multimédia, écran et appareil photo. Donc, pour le multimédia, j'ai téléchargé quelques vidéos en 1080p et une petite en 1440p. Donc je vais vous passer celle en 1080p et avec on va tester notre petit haut-parleur qui est situé ici. Alors malgré la taille de la grille, c'est dommage vu que l'haut-parleur se situe juste ici. Du coup on a presque ça, toute cette partie là qui n'a pas vraiment d'utilité quoi. Je mets play et on regarde ça. Ça, c'était pour la vidéo 1080p. Donc, comme constaté, le son est assez puissant et assez clair. Même à fond, il n'est pas vraiment saturé, voilà. Mais le son est pas mauvais. Après, dommage que le haut-parleur soit situé à l'arrière. Donc, vu que je regarde souvent des films sur mon téléphone, je pose mon téléphone et je suis obligé de mettre une petite cale pour pouvoir ne plus obstruer le son. Donc ici j'ai aussi une petite vidéo en 1080p 60 fps. Alors je ne sais pas si le 60 fps est aussi présent sur la vidéo vu que YouTube par défaut propose au maximum jusqu'à 720p sur ce téléphone. On va mettre un peu plus loin. Le 1080p et le 1080p 60 fps marchent à la perfection. Qu'en sera-t-il maintenant du 1440p? Recommencer. On va mettre un peu plus loin dans la vidéo. Et voilà. Eh bien, le 1440p marche à la perfection, j'ai vu aucune baisse de framerate et c'est vraiment pas mal. Après, j'ai pas téléchargé de vidéo 4K vu que c'est assez imposant et assez long à télécharger. Mais si le 1440p marche, je ne vois pas pourquoi le 4K ne marcherait pas. Pour l'écran, c'est vraiment un très bel écran, il est assez grand, c'est du Full HD. Alors, je pense avoir l'application Screen Test un peu pour vous montrer les rendus des couleurs du téléphone. Si je la retrouve, alors, je ne pense plus que je l'ai. C'est assez dommage. Enfin,
Avec les vidéos, on peut voir que les couleurs sont vraiment bien respectées et en plus on peut modifier les couleurs à sa guise et aussi l'écran à sa guise, donc on peut avoir quelque chose de vraiment personnel. Si on aime les couleurs un peu plus chaudes ou plus froides, on peut choisir comme on veut, on peut avoir un rendu différent grâce finalement au processeur Mediatek. Pour en revenir maintenant à la suite de cette partie, on va un peu parler de l'appareil photo. Et franchement, malgré le 13 mégapixels et que ce soit un bon appareil photo, eh bien l'optimisation n'y est pas vraiment. Du coup, on a des photos assez mauvaises. Pas vraiment mauvaises, mais personnellement, je les aime pas beaucoup. Je suis assez fan de photos, hein, mais il ne m'a pas convaincu. Niveau fonctionnalité, après, l'application est assez bien fournie. On a un rendu 3D ici. On a aussi le choix entre les panoramas. Ici, un mode suivi de mouvement. Un mode photo en direct. Ici, c'est pour faire un peu une double photo, hein. Caméra frontale et caméra arrière directement. Et un mode photo simple. Alors ici, on peut choisir un peu la taille de l'écran frontal, hein. Si on souhaite faire comme ça, on la place ici, on prend notre petite photo. Et au final, on aura notre petit rendu. Ici, on aura le choix entre plusieurs effets de photo. Tableau noir, négatif, si on veut mettre aucun filtre. Et c'est tout. Après, pour les paramètres, on peut un peu modifier comme on veut. Si on veut être localisé par le GPS. Alors ici, c'est un mode Face Body, je ne sais pas vraiment ce que c'est. On a le choix entre l'exposition, le mode scène, si on souhaite être en automatique, en normal. Si on est dans la nuit, coucher de soleil ou autre, après, on peut modifier la balance des plans. Propriété de l'image, si on souhaite modifier la netteté, la teinte, la saturation, la luminosité, etc. Et le anti-scintillement, 60 Hz ou 50 Hz. Pour l'appareil photo, on a le choix entre un mode ZSD, ça je ne sais pas vraiment ce que c'est, je ne me suis pas vraiment renseigné. Surtout ça, un mode silence, un mode autofocus capture, du coup on fait un autofocus et si l'application juge que l'autofocus est bien fait, il prendra la photo directement. L'anti-tremblement, une capture vocale, détection de visage et quelques autres paramètres. Capture continue, donc ça c'est pour prendre plusieurs photos très rapidement. Le choix de la taille d'image, alors ça je ne comprends pas vraiment. On a le choix entre du QVGA jusque 18 mégapixels. Sachant que l'appareil photo est signé 13 mégapixels, pourquoi 18? Alors ça je ne sais pas vraiment. La taille, on a le choix entre du standard, du 4/3 ou alors en plein écran. Et on peut modifier l'ISO de la photo. Pour la capture vidéo, comme sur la boîte, il faisait marquer c'est du 1080p 30 fps maximum. Pas de possibilité de prendre des vidéos en 1440p ou en 4K. On peut avoir la réduction du bruit pour activer le micro secondaire au-dessus de l'appareil photo. Un mode EIS pour activer ou non le microphone. Le mode audio. Oula. Donc si on est en normal ou si on est en réunion, un intervalle de temps et la qualité photo, faible, moyenne ou élevée. Ici on a plusieurs modes aussi, ça je ne sais pas ce que c'est. On a un mode HDR pour la prise de photo, le mode flash si on souhaite utiliser ou non le flash. Pas de flash, flash automatique et flash, c'est du classique, hein. Ici, c'est le bouton pour activer la caméra frontale. Coucou.
Voilà. Ici la capture vidéo ainsi que la capture photo. Pour cette partie ce sera tout, donc au final on peut retenir quoi? Le téléphone a vraiment un bon écran, l'appareil, l'haut-parleur arrière est d'assez bonne qualité, même si c'est dommage qu'il soit mis à l'arrière, hein. Du coup si on le pose on a un son assez obstrué et du coup on ne peut pas bien entendre, mais sinon le son est clair, de bonnes moyennes, de bons aigus. Après les basses sont pas trop vraiment présentes, mais c'est un simple haut-parleur, ça fera largement le taf pour quelqu'un qui écoute un peu de musique. Et pour l'appareil photo, au final je suis assez déçu. Les rendus sont pas vraiment bons. Je pense que j'avais fait une petite photo tout à l'heure en sortant. Voilà. Au final on a quelque chose d'assez pixelisé. C'est pas vraiment détaillé. C'est assez granuleux. Perso je n'aime pas. Je les mettrai comme d'habitude sur mon... je mettrai quelques clichés sur mon flic R, comme j'avais fait avec le Honor 7 ici. J'ai pris une photo avec le zoom au maximum et c'est assez moche, mais l'appareil photo fera très bien le taf pour quelqu'un qui prend des photos de temps en temps. Et on va se retrouver juste après pour la partie sûrement la plus importante, vu que c'est sur ça que le téléphone est mis en avant, sur la partie performance. Bien, on va donc terminer ce petit test par la partie la plus intéressante, probablement, les performances ainsi que l'autonomie du téléphone. Pour les performances, j'ai donc effectué quelques benchmarks comme Geekbench, Anomaly, 3D Mark, Epic Citadel ou encore le très connu Antutu. Donc ici j'ai fait quelques screenshots pour ne pas faire tous les benchmarks avec vous. Donc sur Antutu version 6.0, j'obtiens un score de 40 325, ce qui est assez peu au final pour un tel processeur. Mais je pense que c'est une incompatibilité surtout avec les 3D graphismes de Antutu, vu que il y a une partie incompatible dans la partie 3D. Sur Geekbench, on est donc à 979 pour le single core et 3245 en multicore, ce qui au final est bien plus puissant qu'un Snapdragon S801. Après ici, je pense que c'est Anomaly, oui. Donc on obtient un score de 304 513. Donc il faudrait que je regarde ça. Il se correspond auquel téléphone, hein, même si ça doit être pas loin du S800 ou S801. Ici sur 3D Mark, on en est à 12 902, donc ça j'ai un peu regardé. C'est au niveau d'un Honor 6 Plus, même un peu moins. Après ici, il y a tous les scores sur 3D Mark, qui au final sont pas si mauvais. Après ici, j'ai Epic Citadel en performance haute, donc on en est à une moyenne de 49 fps. Et ici en ultra haute qualité, on en est à une moyenne de 30 fps. Ce qui au final est vraiment pas mal pour un téléphone de cette gamme de prix. J'en parlerai dans la conclusion pour le prix. Mais au final, oui, c'est vraiment un bon téléphone avec un bon soc. Après, niveau batterie, je ne sais pas si c'est vraiment du 3350 mAh vu que le cache est inamovible, mais le meilleur résultat que j'ai eu c'était 5h25 écran allumé et en restant 2% de batterie. Au final, c'est vraiment très peu pour une telle batterie, vu que par exemple sur le Honor 6, il a une batterie moindre et je pouvais taper les 8 heures écran allumé en ayant une utilisation normale. Or que là, en ayant une utilisation bien moins poussée qu'avec mon Honor 6, eh bien j'arrive à un résultat bien moins. Par exemple ici, je l'ai fait il y a quelques jours, j'étais à 4h51 en l'ayant utilisé presque
tout le temps. Donc mon autonomie actuelle doit pas être très représentative vu que je ne l'ai pas utilisé de la journée. Voilà, j'en suis à 1h30 écran allumé, voire même plus vu que je l'ai juste mis en charge quelques secondes, le temps de mettre des vidéos avant de commencer le test. Mais au final on tiendra bien la journée, mais faut vraiment pas faire beaucoup de jeux ou avoir une utilisation intensive, donc full 4G et Wi-Fi. Après, niveau performance, j'ai été assez content sur par exemple Modern Combat 4, un jeu auquel je joue assez régulièrement. Eh bien, j'ai eu aucune baisse de framerate. L'appareil par contre chauffe beaucoup, surtout au niveau de l'appareil photo. Dès que je joue un peu, je mets mon doigt là, je ne peux plus le toucher tellement il est chaud. Il chauffe vraiment rapidement, même sur une utilisation normale, genre plus Messenger avec un peu de Google Chrome. Eh bien l'appareil chauffera. Et même sur une vidéo, je mets le chargeur vidéo et hop, il chauffera très facilement. Après sur les jeux, j'ai testé sur Modern Combat 4, Hungry Shark aussi, ou encore Real Racing 3, un jeu vraiment très gourmand. Eh bien, en vue du capot, il tourne sans problème. Je vais même le lancer pour voir, pour vous montrer ça. Et en plus, avec son écran, c'est un grand écran, donc au final, la sensation de jeu et d'immersion, elle est bien mieux. Après, tout ce qui est émulation, j'ai vite testé Drastic, où là, il tourne vraiment full speed, hein, c'est pas vraiment un émulateur très gourmand. Sur un bon téléphone, je suis sûr que il doit bien tourner. Bon, alors, carrière, amateur. J'ai vite testé, j'y ai pas vraiment joué. Confirmer, plus tard, continuer. Oh mon dieu, que c'est saoulant. Course, non, je peux pas embaucher, je m'en fous, je veux juste faire une course. Allez, bon, j'espère que c'est bon. Après, niveau émulateur, comme je disais, bien j'ai essayé Drastic sur quelques jeux comme genre Pokémon Noir et Blanc ou Mario Kart DS, avec les graphismes améliorés, eh bien il tournait vraiment sans souci. Après, là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est sur PPSSPP, mais je pense pas qu'un téléphone comme ça, eh bien, c'est vraiment fait pour du jeu comme la PSP, même si ça peut être assez bien avec son écran. Donc voilà, comme je disais, un jeu comme Real Racing 3, où normalement il tourne sur assez peu de téléphones au final, qui ont à cette gamme de prix, et bien là il tourne vraiment sans problème. Bon. Et je vais pas y jouer un peu plus. Après, niveau jeu, je suis pas vraiment un hardcore gamer, hein. Je joue surtout à Piano Master, comme vous pouvez voir, ou encore à Clash of Clans ou Géométrie Dash. Et ce genre de jeu, c'est vraiment pas demandeur, c'est super fluide. Et je vais mettre par exemple, voilà, et au cas où je retire le son pour les droits de copyright. Et voilà, un simple jeu 2D, eh bien, il fonctionnera à la perfection. Petite notification Oost. Et même sur une page web où il y a vraiment beaucoup de texte, hein, ici j'ai pris jeuxvideo.com, un texte assez gourmand, enfin un site assez gourmand avec beaucoup de vidéos au final et beaucoup de texte, et bien l'écran, si on s'approche un peu, on peut très bien lire le texte. On zoome un peu, et voilà, c'est très fluide, et c'est vraiment lisible. Donc au final, performance au rendez-vous, mais batterie un peu en dessous.
d'une moyenne d'un bon téléphone bien optimisé. Donc c'en est fini pour cette partie performance batterie et on se retrouve après pour la conclusion et si oui ou non ce téléphone vaut le coup. Bien, on se retrouve donc pour la dernière partie de mon test, la conclusion finale et si oui ou non il vaut le coup d'être acheté. Donc pour noter les qualités, je dirais l'écran, hein, un très bel écran de 5,5 pouces Full HD, une bonne prise en main, les matériaux c'est de la bonne cam, hein, je pense que c'est de l'aluminium sur le bas, enfin sur les tranches, une bonne prise en main, ouais. Après on a aussi une bonne puce graphique comme dit, hein, les gros jeux tournent sans souci comme Real Racing 3 qui est un jeu assez gourmand et qui tourne pas toujours en bonne qualité sur tous les téléphones. Et je pense que c'est à peu près tout niveau qualité, vu qu'il a plus de défauts que de qualité au final. En défaut, son principal défaut c'est son budget. On le retrouve à 230 € par exemple sur Amazon, à moins de 200 $ sur les sites en import chinois et 300 € sur Chine.net. Au final, ce téléphone, pour 300 €, il faut vraiment pas le coup. Peut-être pour 150, 160 €, pourquoi pas. Après, comme autre défaut, on a l'appareil photo qui est pas vraiment optimisé. On a la chauffe excessive et assez rapide de l'appareil. On a la batterie faiblarde, pardon. On a que du KitKat en 2016, alors que d'autres appareils sont déjà en Lollipop, voire Marshmallow, comme les Nexus ou les Moto G, ou plein d'autres téléphones, hein, pour ne pas tous les citer. Après, on a l'optimisation de l'appareil tout court, même s'il est vraiment fluide, hein, c'est pas vraiment très l'optimisation ça. Mais au final, pour 150 €, je le recommanderais. Mais pour plus, non. Après, comme autre défaut super gênant, c'est la puce Wi-Fi. Comme dit pendant l'unboxing, je verrai ça plus tard, et bien je vais voir ça en conclusion. Au final, c'est noté pour du dual band Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Et au final, c'est pas vraiment top, hein. Ici, je suis connecté sur un CPL, vu que ma box est un peu loin pour le téléphone, et je sais que je n'aurai jamais le même débit constant. Ici, le dernier speed test que j'ai fait, j'étais dans ma chambre actuellement, sur mon CPL auquel je suis actuellement connecté, et je fais un score assez catastrophique, or que juste à côté de ma propre box, eh bien, j'ai un super bon débit. Donc au final, là où même mon iPhone 4S que j'utilise très rarement, eh bien, me permet de regarder une simple vidéo en 480p dans ma chambre sans souci, et bien sûr ce téléphone, je ne pourrai pas, il y aura trop de lag de connexion Wi-Fi. Après, niveau réseau mobile, j'ai pas rencontré de soucis, même si je n'ai pas vraiment testé la 4G à l'extérieur, vu que mon forfait ne me le permet pas actuellement. Mais je suis presque toujours en 4G, voire 3G, quand c'est pas vraiment bien couvert. Après, comme autre défaut, c'est un peu la batterie. Elle est vraiment catastrophique pour du 3350 mAh. Si le constructeur aurait mis un peu plus d'optimisation, peut-être du Lollipop 5.1, vu que la 5.0 n'est pas adaptée pour les SoC Mediatek, eh bien, on aurait peut-être eu une meilleure autonomie. Mais ce n'est pas le cas. Donc, vous devez retenir quoi de ce test? Un bon processeur graphique, un bon écran et un bon appareil s'il était proposé à 150-160 €, pas plus. Bien, ça conclut donc notre test. Je remercie chaleureusement Chine.net pour ce petit prêt. Et je vous invite bien sûr à commenter la vidéo si vous avez une quelconque question sur les téléphones ou sur un téléphone tout court, vu que je suis assez bon conseilleur niveau smartphone, hein. Ça fait plus de 4 ans que j'ai de l'expérience niveau smartphone et j'en ai fait quelques-uns, une bonne dizaine.
Après, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux si vous trouvez ce téléphone intéressant, si vous voulez le faire découvrir à un ami ou faire découvrir la marque tout court, pour ne pas simplement citer sur vos réseaux sociaux, ouais, Samsung c'est bien. Et bien là, même un constructeur allemand, Siso c'est une nouvelle marque allemande, et bien elle peut faire de bons téléphones même si le budget il est beaucoup trop haut à ce qu'il devrait être réellement. Donc j'espère que ce petit test vous aura plu. Je vous invite bien sûr à aller voir le test du Honor 7 si vous ne l'avez pas encore vu. Un bon téléphone proposé presque au même budget, même si il est trouvable à 350 €. Son prix initial est actuellement trouvable à moins de 300 € en période de solde. Je pense qu'il est à quelques jours à 250 € sur Amazon avec une powerbank. Au final, ça reste vraiment très convenable, de 150 € pour le Honor 7. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde!